Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être ici avec nous ce matin pour cette dernière table ronde du salon sur la territorialisation des espaces maritimes. C'est la première et dernière fois que j'utilise ce mot pour la prochaine heure. Nous utiliserons ensuite appropriation qui sera beaucoup plus facile à dire. Donc voilà, en 1994, nous avions signé, est entrée en vigueur la Convention de Montego Bay. Et eh bien, nous en avons un petit peu tous des interprétations différentes à travers le monde, ce qui donne aussi parfois lieu à des appropriations, justement, à des espaces maritimes dans certains espaces sur le globe, pour des raisons, des enjeux militaires, pour des enjeux économiques, pour des enjeux de ressources naturelles. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, appropriation de ces espaces maritimes? Quels sont les enjeux pour les marines, quels sont les enjeux pour nos industriels. Et j'ai avec moi aujourd'hui la chance d'avoir un panel formidable avec donc à ma gauche ici nous avons le commandant Geoffroy Roussel, l'adjoint au sous-chef des opérations de la marine. Ensuite, ici, à ma droite, Jean-François Pelliard, directeur de l'Observatoire Marine 2040 à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Et last but not least, décidément, Tamara Brizard, la cofondatrice d'Archéocéan. Donc, elle aura l'opportunité également de nous expliquer ce que fait Archéocéan, qui, au passage, avait gagné un prix Euronaval il y a 2 ans. Donc, c'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui avec nous. Donc, sans plus d'attente, j'aimerais passer la parole, ouvrir cette table ronde avec le commandant Roussel. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu un aperçu déjà pour commencer de qu'est-ce que ça veut dire appropriation et de qu'est-ce que ça veut dire au sein de la marine, quels sont les enjeux? Très bien. Merci Alix et merci à mes copanélistes. La dernière table ronde, ce n'est pas celle que vous attendez depuis longtemps, c'est celle qui va vous libérer et qui vous amener au sommet de l'évolution de toutes les tables rondes qui ont précédé. Ou en tout cas, c'est ce que je veux croire. Merci de cette occasion d'exprimer, parce que la Marine nationale a évidemment des enjeux très directs dans cette question d'appropriation des espaces maritimes. Juste en remarque introductive, et puis pour commencer une discussion qui sera à mon avis plus fructueuse qu'un exposé théorique, je voudrais vous proposer 2 fondamentaux et 2 axes de réflexion. Le premier fondamental est une évidence pour quiconque se promène dans le salon Euronaval aujourd'hui, mais quiconque a un attrait pour la mer mettra d'abord la notion de liberté de navigation au centre de ses intérêts. La liberté de navigation qui, comme vous l'avez évoqué, dans la Convention de Montego Bay, est équilibrée avec la notion de souveraineté ou de juridiction sur certains espaces. Mais dans le droit de la mer, la liberté de navigation est centrale, et pour la Marine nationale, la liberté de navigation, qu'on peut exprimer sous d'autres termes, comme par exemple la notion de stratégie d'accès, est fondamentale. Le deuxième fondamental, c'est que la mer ne doit pas être considérée comme un territoire. Et c'est pour ça que le terme de territorialisation est judicieusement remplacé par appropriation. La mer n'a pas de cadastre. La mer n'est pas un espace que l'on peut découper à loisir, ou en tout cas un espace que l'on peut découper de son propre chef. Donc, c'est un enjeu mondial. Il faut le penser non pas en termes de statique, mais en termes dynamiques, en termes de flux, en termes d'accès, justement. Et l'océan mondial est aujourd'hui sous menace de perte de cette liberté. Donc, dans cette appropriation, qui sont en gros soit des extensions de territoire, pour le coup, c'est des côtes, soit une interprétation des règles excessives, ou en tout cas très maximalistes, ou des revendications sur ces espaces maritimes, zones économiques, etc. Les 2 angles que je vous propose pour la réflexion d'aujourd'hui sont les suivants. C'est assez simple et c'est assez consubstantiel de la Marine nationale. La Marine nationale, vous savez, elle est à la fois armée de mer, porter la puissance en mer. La France est une puissance maritime, elle s'appuie notamment sur la Marine nationale, donc la notion armée de mer, qui va s'appuyer sur la notion de liberté de navigation. Et l'autre volet qui est la Marine nationale, c'est-à-dire un des vecteurs de l'action de l'État en mer. Donc les 2 angles que je vous propose, c'est comment est-ce que la Marine nationale préserve, surveille, exerce ses droits sur cette liberté de navigation, voire la défend par les armes s'il le faut. Il y a des exemples. Et comment est-ce que la France organise ses propres espaces maritimes, et donc comment est-ce qu'on s'organise, nous, État, pour permettre l'accroissement des usages, l'organisation de cet espace, l'organisation spatiale de l'espace, et puis
je soulignerai évidemment le rôle particulier du préfet maritime dans cette organisation. Le préfet maritime, autorité unique en mer, organisateur des usages, même arbitre des usages. Juste pour illustrer mon premier angle, je vous donne 3 exemples. C'est sans doute. Je vous donne 3 exemples que vous connaissez sans doute. La mer de Chine méridionale, jusqu'au détroit de Taïwan. La marine exerce son droit de liberté de navigation là-bas, d'une manière différente de certains de nos alliés, mais on y va régulièrement. On y est allé il n'y a pas longtemps, on ira dans pas longtemps. Il est important de manifester et d'employer ce droit, puisque the right you don't use is the right you lose. Ou comme le disaient certains anciens chefs d'état-major de la marine, tout ce qui n'est pas surveillé est pillé, tout ce qui n'est pas pillé est contesté. Ça s'applique aussi pour le droit de navigation. Premier exemple. Deuxième exemple, vous savez que nous avons une zone économique exclusive énorme, notamment dans le Pacifique. Un exemple que peu de gens connaissent, c'est l'atoll de Clipperton, qui est un atoll français au large du Mexique, côté Pacifique. C'est un atoll que nous allons régulièrement arpenter, surveiller, pour y faire exercer le droit et la liberté et la souveraineté française. Souveraineté ou juridiction française. Un troisième exemple, c'est les détroits. Vous connaissez les menaces qui pèsent sur un certain nombre de détroits. Hormuz est un bon exemple. Est-ce que vous savez, par exemple, aujourd'hui, qu'il y a un certain nombre de bâtiments, de navires civils qui ont été retenus par des puissances riveraines du détroit d'Hormuz? Si aujourd'hui, on vous disait il y a 4 avions qui sont bloqués sur 4 aéroports avec leurs équipages à bord, ça ferait les titres des journaux. Ben, c'est exactement le cas, et c'est le cas aujourd'hui dans le détroit d'Hormuz. Il faut pratiquer les détroits, il faut les exercer, il faut manifester cette liberté de navigation. Et le dernier exemple un peu paroxystique, c'est qu'il faut défendre cette liberté de navigation. Vous avez le cas bien sûr de la mer Rouge. J'ai la chance d'avoir été deputy commander de l'opération de l'Union européenne Aspides ces 6 derniers mois. Lorsque un proto-État outil s'arroge un droit de dire tel bateau va passer et tel bateau je lui interdis de passer, la liberté de navigation se défend, et elle se défend par les armes. Donc l'Union européenne s'est organisée, la France l'avait déjà fait un petit peu avant, pour le défendre. On pourra en reparler si vous voulez. Voilà, donc 4 exemples qui pourront alimenter cette conversation. Après quoi, je vous propose de l'enrichir avec vos propres points de vue. Merci beaucoup, merci commandant. Je reviendrai décidément évidemment vers vous pour tout ce qui est défi de la Marine nationale, puisque comme vous le dites, on a quand même une des plus grandes zones économiques, exclusives économiques dans le monde. Donc je ne doute pas que ça doit être un certain challenge de pouvoir gérer tous vos bâtiments et tout ça pour pouvoir assurer la sécurité. Pour l'instant, j'aimerais passer la parole à Jean-François pour si vous pouviez nous expliquer un petit peu justement qu'est-ce qu'on entend par appropriation. J'ai mentionné rapidement également les enjeux, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît. Volontiers. Dans l'appropriation, alors je vais reprendre le terme de territorialisation. Je me suis entraîné, donc ça ne devrait pas poser de difficulté, parce qu'il s'agit bien de s'approprier les espaces maritimes comme on s'approprie une fraction du territoire terrestre. En fait, cette appropriation, c'est un déplacement d'un équilibre qui était trouvé avec la Convention de Montego Bay. Cet équilibre, il a été difficile à trouver. Il était difficile à trouver pour qu'il y ait autant de signataires de la Convention de Montego Bay. Cet équilibre, il se place entre les États côtiers et les usagers de la mer. Et l'appropriation, la territorialisation des espaces maritimes, c'est un déplacement de cet équilibre au profit des États côtiers. Alors, ça peut se manifester comment ? Avant de parler des étapes, je peux peut-être donner un exemple, un risque plutôt évoquer une culture maritime. Une culture maritime pour les personnes privées, qui peuvent être des professionnels ou des plaisanciers. Une territorialisation, ce serait considérer que parce qu'on utilise un bout de l'océan, par exemple, pour installer un champ éolien, les autres n'auraient pas le droit d'exercer d'autres activités dans cette zone-là. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Et la France, ça a été évoqué par le commandant Roussel, la France planifie finalement l'utilisation de ces espaces maritimes pour éviter ce genre de choses. Concernant les États, cette appropriation, ça peut prendre plusieurs formes. D'une manière très générale, ça peut être considéré finalement que cet État a une pleine souveraineté au-delà de sa mer territoriale. Les États ont une pleine souveraineté à terre, ils ont une pleine souveraineté sur leur mer territoriale qui fait 12 000 marins, et environ 20 km au-delà de leur côte. Ils n'ont pas une pleine souveraineté au-delà. Ils ont des droits,
des droits en particulier en termes d'exploitation économique. Ils ont des devoirs de protection de l'environnement, mais ils peuvent considérer qu'ils ont beaucoup plus que ça, qu'ils ont beaucoup plus que ce que leur arroge la Convention de Montego Bay. La difficulté, effectivement, c'est que cette convention, pour qu'elle puisse être signée par de nombreux pays, elle a laissé un certain nombre de flous qui laissent la possibilité à chacun d'interpréter en fonction de ses intérêts. Et certains vont même très au-delà de l'interprétation possible, en tout cas de l'interprétation occidentale de cette convention. Donc considérer qu'on dispose d'une pleine souveraineté au-delà de sa mer territoriale, mais de manière un peu plus, je dirais un peu moins forte, limiter le droit des usagers aussi dans sa ZEE, au-delà de cette mer territoriale, limiter la liberté de se déplacer, d'agir dans ces zones-là. Et parfois, donc dans sa ZEE, et parfois c'est aussi essayer de s'arroger des droits au-delà de ces zones sous juridiction, donc au-delà de sa ZEE. Donc ça prend toutes ces formes-là. On pourrait rentrer dans le détail à peu près sur les manières dont ça se manifeste. Mais pour revenir à la deuxième partie de votre question sur les enjeux, il y en a beaucoup. Il y a des enjeux de nature économique, d'exploitation des ressources. Alors aussi bien les ressources vivantes, bien sûr je pense à l'halieutique, à la pêche, avec une concurrence de plus en plus féroce parce que la ressource est surexploitée, la ressource est, souffre des effets du réchauffement climatique. Donc cette ressource de plus en plus rare, avec des déplacements liés au réchauffement des eaux, elle induit de plus en plus de concurrence, donc de volonté de territorialisation. C'est une source de territorialisation. Dans les ressources vivantes, on a aussi les ressources biologiques qui sont encore peut-être peu exploitées, mais qui présentent un très gros potentiel. Et puis il y a les ressources minérales, donc bien sûr les ressources énergétiques, les hydrocarbures, donc le gaz, le pétrole, tout ce qu'on peut trouver donc dans les fonds marins, et les ressources minérales qui sont encore très peu exploitées, les ressources des grands fonds. Sulfure hydrothermaux, nodules polymétalliques, et il me manque un, encroûtement cobaltifère, merci, voilà, qui sont en fait des minerais qui sont extrêmement riches en minéraux intéressants par rapport à ce qu'on peut trouver à terre, et qui eux aussi, je dirais, on commence à savoir les exploiter, mais eux aussi vont être très concurrentiels dans la mesure où les ressources terrestres sont de plus en plus limitées, et où ces minerais peuvent être extrêmement utiles pour la transition énergétique en particulier. Voilà. D'autres enjeux, bien sûr, c'est affirmer sa puissance, mais là, affirmer sa puissance parce que on voudrait limiter les espaces de manœuvre des autres, parce qu'on veut revendiquer des espaces maritimes comme on revendique des territoires terrestres. Et puis, un des enjeux, c'est aussi se préserver des menaces qui viennent de la mer. À partir du moment où les portées des armes augmentent, les États côtiers chercheront à maîtriser les espaces maritimes proches de leur côte, mais de plus en plus loin, à mesure que la technologie permet d'être agressé à distance. Merci beaucoup. Et justement, vous m'avez tendu la perche, on a parlé de technologie, donc je voulais passer la parole. Tamara, nous aurons l'opportunité de discuter plus en détail après dans la table ronde d'exactement comment fonctionnent les technologies que vous faites, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait Archéocéan? Et puis vous avez beaucoup également accès à des clients qui discutent avec vous un peu de tous les enjeux dont on vient de parler. Donc quelles sont leurs difficultés et voilà. Alors, on a énormément de chance en France d'avoir en fait des industriels, parce que en fait, notre job à nous, c'est vous donner les moyens de pouvoir enforcer les lois et les directives de donc la marine, mais aussi les moyens de préserver au maximum, de pouvoir profiter des ressources maritimes, mais aussi en même temps d'essayer de le faire correctement. Donc on a beaucoup d'acteurs et c'est très riche, le parc industriel en France, et comme on voit, surtout dans les drones. Et moi, j'aimerais parler des drones parce que quand on parle d'une étendue aussi grande à protéger, il faut avoir les moyens de pouvoir les protéger, et les drones offrent une solution pérenne de pouvoir le faire, parce qu'ils sont de plus en plus autonomes, et on va pouvoir leur donner des missions, et ils vont pouvoir rester sur place pendant longtemps et pour faire ça. Nos clients, de plus en plus, cherchent ça.
on voit un besoin de pouvoir couvrir de grandes distances et de recueillir énormément de données. Les océans sont encore la dernière frontière sur Terre. On a encore beaucoup à découvrir. Les profondeurs font que c'est très compliqué d'aller en profondeur et d'acquérir des données. Donc on a besoin d'être encore très innovant et de faire des choses très intéressantes. Et donc le futur est brillant d'ailleurs pour cette industrie, si je peux me permettre de le dire. Mais donc, nos clients cherchent des moyens de recueillir de la donnée, des moyens de pouvoir être présents dans des zones où aujourd'hui ils ne peuvent pas l'être à tout le temps. Et donc les drones offrent cette visibilité et cette opportunité. Parfait, merci beaucoup. Après, comme je disais, on reviendra sur les détails des technologies qui pourront aider. Je retiens justement de vos deux interventions que c'est un milieu quand même complexe, puisqu'on est en train de parler d'énormément d'enjeux. On est en train de parler aussi, comme vous l'avez dit Tamara, de la difficulté de pouvoir garder une surveillance sur tous ces espaces, de le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc je voulais revenir à vous, commandant, pour discuter un petit peu justement des enjeux de la marine, parce que bon, on a quand même une force mondiale au niveau de notre puissance maritime. Mais on a quand même un numéro défini de bâtiments et de systèmes. Donc comment ça s'organise, comment on arrive à garder une surveillance de tous ces espaces et aussi à utiliser le droit qu'on ne veut pas perdre? Merci de l'occasion de commenter. L'organisation est évidemment évolutive. Et je pense qu'il faut faire une distinction entre les espaces lointains et les espaces qui sont sous notre propre souveraineté ou juridiction. Et en commençant par les espaces lointains, comment est-ce qu'on s'organise? Eh bien, il y a une manière dans cet excellent atlas dont je vous fais la publicité parce qu'il est disponible sur le site de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, qui décrit très bien qu'il y a deux manières dont nos compétiteurs se servent pour poser leurs revendications ou les manifester leur appropriation. Il y a une manière par le haut et une manière par le bas. La manière par le bas, c'est la manière par l'usage. C'est-à-dire que c'est une sorte de prise de gage de facto. Ça revient à l'idée que si l'espace n'est pas surveillé, s'il n'est pas police, enfin s'il n'y a pas une notion de police qui est faite, s'il n'y a pas d'opposition à la présence massive de tel ou tel pays au-delà de ce qu'il a le droit de faire, eh bien de facto, ça va s'imposer. L'espace maritime est régulé, il y a des conventions, etc. Mais cette régulation n'est pas une régulation forte. Elle suppose un pouvoir d'application des règles qui n'est pas forcément très fort, notamment à l'autre bout de la planète. Donc il y a une première approche qui est par le bas, par l'usage. Et comme le droit de la mer est un droit coutumier, qui s'applique même à ceux qui n'ont pas signé ou ratifié la Convention de Montego Bay d'ailleurs, eh bien l'usage va commander la norme. Et donc la norme va devenir une règle. Donc si on ne maîtrise pas cet usage, il y a des exemples très précis et très différents, que ce soit dans la pêche par exemple, que ce soit dans la fameuse guerre du turbo en Atlantique dans les années 90, mais vous avez plus proche de nous l'usage très évident de la Chine qui s'approprie l'emploi de la mer de Chine, enfin des mers de Chine, méridionale et orientale, notamment face aux Philippines. Donc il y a une notion d'usage et c'est pour ça que la marine se déploie. On va partout. On fait nos opérations là où on a le droit de le faire. Et certains pays disent « vous n'avez pas le droit de faire vos opérations dans ma zone économique exclusive ». Ce sont deux notions qui n'ont rien à voir. Donc on applique ce droit et on le fait. On va dans des routes maritimes nouvelles. La marine a envoyé par exemple le Rhône il y a 2-3 ans maintenant par la route de l'Arctique au nord de la Russie parce que c'était possible. Depuis, la Russie a réagi et a imposé un certain nombre de règles qui ne sont pas forcément légitimes, mais qui rentrent dans cet espace gris que vous mentionniez. On va dans ces endroits-là. Ensuite, il y a une notion d'appropriation par le haut, c'est-à-dire par la norme. Une contestation du droit. Et donc, la marine est très organisée. La marine, mais pas seulement la marine. Vous avez le secrétariat général pour la mer, notamment, et toutes les administrations qui exercent en mer, sur l'évolution du droit. Il faut être présent dans les débats juridiques, il faut être présent dans les instances internationales, il faut être présent dans les instances de l'ONU, il faut être présent dans la négociation des traités comme BBNJ, il faut être présent dans les évolutions sectorielles de ces traités. Parce que sinon,
la guerre juridique va l'emporter sur le terrain. Donc, c'est ce que nous faisons. Il y a un troisième enjeu, qui est la notion de supériorité informationnelle, et c'est là que je vous rejoins. C'est-à-dire qu'il faut savoir, tout simplement, quand vous voulez vous organiser pour occuper cet espace, ou défendre votre espace, il faut savoir ce qui se passe. Les fonds marins sont un exemple qui a été abordé dans une table ronde précédente, qu'on connaît très peu. On a coutume de dire qu'on connaît moins les fonds marins sur Terre que la surface de la Lune. C'est très probablement vrai, surtout si on descend très profond. Bon, donc il faut savoir. Et cette supériorité informationnelle, elle s'exerce à la fois dans le domaine armée de mer, c'est-à-dire c'est parce que la marine française et ses alliés connaissent bien les espaces maritimes et les pratiques que l'on peut s'opposer, typiquement dans l'opération Aspides, mais il y en a plein d'autres, à un emploi illégitime de la mer. Mais c'est vrai aussi dans l'espace français. Donc c'est là que la mise en réseau des différentes connaissances et des différentes compétences des administrations qui exercent en mer, à travers le SGMR, à travers les préfets maritimes dans nos espaces, que ce soit en France continentale ou en France outre-mer, permet d'avoir cette supériorité informationnelle. Voilà. Je pense que c'est les principaux enjeux et la manière dont on s'organise. Il y a évidemment une question de moyens. Jean-François Pelliard évoquait l'explosion des usages. On dit que l'éolien, par exemple, a été multiplié par 30 entre 2022 et 2035. Enfin, notre capacité énergétique d'éolien en mer multipliée par 30, c'est un bel enjeu qui nous est imposé par la transition climatique, enfin environnementale, énergétique, la décarbonation, les ressources halieutiques, vous en avez parlé, etc. Tout ça suppose un certain nombre de moyens qui ne sont pas seulement ceux de la marine, mais qui suppose notamment une mise en réseau qui est derrière. Et donc des moyens de contrôle. Il y a sans doute une place pour un travail entre le public et le privé, pour la question des moyens. Et pas seulement pour savoir où j'achète, ou comment je fais développer les moyens, mais qui les emploie, voire une espèce d'emploi combiné par le public et par le privé pour une vision complète. Merci beaucoup, merci commandant pour cette réponse très claire et qui nous donne aussi, qui nous ouvre beaucoup de portes pour cette conversation. Je vois que Jean-François s'est préparé. Vous vouliez ajouter quelque chose, rebondir? Oui, juste deux choses sur la territorialisation par le haut. C'est, je pense, une belle présence française lors des négociations sur Montego Bay qui ont fait que finalement la France est ressortie beaucoup plus forte de cette convention avec la deuxième ZE du monde, du fait finalement de ses possessions sous forme d'îles sur tous les océans. Une territorialisation par le haut qui est en train d'arriver, qui arrive pour des raisons tout à fait louables, c'est une territorialisation environnementale. La création d'aires marines protégées, l'explosion des surfaces couvertes par les aires marines protégées, ça crée de la restriction de navigation. Pour la bonne cause, mais ça crée de la restriction de navigation. Là où il faut être vigilant, c'est que parfois certaines ONG peuvent être manipulées par des États pour revendiquer des restrictions de liberté pour des raisons environnementales. Mais sur le fond, c'est quand vous observez, il y a quelques cas cités dans mon étude que j'ai plus précisément à l'esprit. Vous voyez dans les conseils d'administration de ces ONG soit des actionnaires de grandes entreprises pétrolières, soit des représentants d'États qui ont intérêt géopolitiquement à limiter la manœuvre, la liberté des autres dans ces zones-là. Donc les revendications environnementales, elles sont parfois louables, légitimes et réelles. Parfois, elles cachent d'autres revendications cachées, d'autres volontés de limiter la liberté d'action dans certaines zones. D'accord, ça j'avoue que je viens d'apprendre également quelque chose aujourd'hui, donc merci beaucoup pour cette information. Tamara, je voulais également vous donner l'opportunité de rebondir et puis du coup de nous expliquer un petit peu, le commandant parlait justement de cette notion d'avoir du networking, de tous ces systèmes qui fonctionnent ensemble, donc je vous laisse l'opportunité de nous expliquer. Alors merci, et d'abord j'aimerais dire que c'est vrai qu'il y a énormément, alors on l'entend pas souvent, mais moi je vais vous le dire, il y a énormément de synergie entre les systèmes qui sont développés pour la défense dans les drones sous-marins, du moins dans mon secteur, et j'en parlerai dans 2 secondes, avec l'environnement. Les systèmes qu'on fait dans le domaine civil ont fait énormément d'applications aussi dans la défense et vice-versa. Et je vais vous donner des exemples. Alors, chez Archéocéan, nous, on se spécialise dans les essaims de petits drones sous-marins. Des essaims, et quand je parle d'essaims, je ne parle pas de 10, je parle maintenant aujourd'hui de milliers
de drones qui travaillent ensemble. On a la chance, chez Archéocéan, on travaille sur un contrat dans le civil qui nous demande de livrer dans quelques années justement des milliers de drones. Et donc, c'est des outils qui vont nous permettre non seulement d'explorer les fonds marins, mais aussi de pouvoir renforcer et défendre des zones ou au moins laisser passer. Alors, en fonction de ce qu'on souhaite de faire. L'avantage des drones, c'est qu'en fonction de la charge utile qu'on met dessus, on peut prendre et acquérir la donnée qu'on le souhaite. Mais c'est vrai que ces technologies qui sont duales ont le potentiel de pouvoir aider à réguler ce qui se passe en zone côtière comme dans les grands fonds. Parce que les enjeux des grands fonds vont arriver très bientôt. D'ailleurs, la France a lancé un fonds qui s'appelle France 2030 pour les grands fonds. On a la chance de lauréat là-dessus. Donc, c'est un grand enjeu et ça va venir parce que c'est la prochaine frontière où il va y avoir peut-être un peu d'explications à se faire entre gouvernements. Mais oui, donc nous, en tant qu'industriels, on souhaite pouvoir donner les moyens de pouvoir à nos marines, de pouvoir justement renforcer nos zones, mais aussi le moyen de pouvoir explorer ces zones en toute avec le moins d'empreintes possible. Donc c'est le but. Aujourd'hui, on voit qu'on utilise des structures fixes souvent. On parle de barrières hydrophones pour savoir quel genre de passage il peut y avoir sur zone. Nous, les drones vont être un moyen plus furtif peut-être, mais aussi plus malléable. On va pouvoir défendre plus de zones, pouvoir déplacer ces zones de protection. Et c'est vrai qu'on a des solutions assez intéressantes qui sont développées en France. Et là, récemment, il y a eu des articles qui sont sortis et c'est assez intéressant parce que autant la France aurait été un peu en retard sur les drones aériens, on est, je pense, assez en avance sur les drones sous-marins. Et donc, c'est une chance et c'est une qu'il faut, je pense, saisir et utiliser comme solution. Oui, je vois que le commandant, je vous ai vu écrire, donc je vous laisse l'opportunité de rebondir. Merci. Oui, je sais écrire, en effet. Peut-être trois compléments. Peut-être en commençant par ce que vous venez de dire, Tamara. La notion de mise en réseau, en fait, on est effectivement plutôt en pointe sur les affaires de surveillance sous-marine, notamment grâce au secteur privé et notamment grâce au tissu industriel dont vous avez loué en préambule la richesse, et je vous rejoins sur ce point. La marine, effectivement, rentre dans ce plan de France 2030, vous le savez. Maintenant, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que les drones aériens, ça se voit, ça se descend même parfois. Les drones sous-marins, les puissances, et en particulier nos compétiteurs, ont leur propre développement, ont leur plan de développement, et je ne suis pas en mesure de vous dire qu'on est meilleur que la Chine ou meilleur que d'autres. Peut-être deux autres compléments sur la régulation des usages et l'explosion de l'éolien en mer. On a des exemples, on parlait de cette urgence climatique qui nous amène à la décarboner et notamment d'employer les espaces maritimes pour décarboner. Alors c'est une tendance qui est très forte, je l'ai déjà souligné, mais on voit aussi quelques contre-exemples. On a appris il y a 4 jours par exemple que la Suède avait annulé un certain nombre de projets d'éolien en mer pour 2 familles de raisons. La première était plutôt d'ordre commercial, c'est-à-dire que la rentabilité du champ n'était plus au rendez-vous, donc développement annulé. Et la deuxième était plus intéressante en ce qui me concerne, c'était que lorsque vous avez des éoliennes en mer, ça crée un certain nombre de perturbations électromagnétiques, et donc il y a des conséquences sur notre capacité à surveiller cet espace-là, sur notre capacité à détecter ce qui se passe. Et le gouvernement suédois, il y a donc quelques jours, a annulé un certain développement parce que l'usage environnemental ou l'usage de décarbonation faisait peser un poids trop lourd sur l'usage de la défense. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, évidemment, la Marine nationale est très attentive en national avec les autres administrations et même les autres ministères, notamment le ministère de la Transition énergétique. Et puis, je voulais revenir aussi sur les essaims de drones. Vous vous souvenez des épisodes de l'explosion de Nord Stream 1 et 2, il y a 2 ans environ. On s'est rendu compte à cette occasion-là que les meilleurs opérateurs capables d'aller surveiller et d'aller voir ce qui se passe, c'est clairement les opérateurs privés. Ce sont les opérateurs de l'offshore, ce sont les opérateurs des pipes qui ont des flottes de drones de surveillance sous-marins qui sont bien supérieurs à ce dont disposent les États ou même les marines. Donc ça appelle nécessairement un travail conjoint entre acteurs privés et acteurs publics.
Oui, merci beaucoup. Et je voulais rebondir justement très rapidement avant de donner la parole à Jean-François sur ce que vous disiez par rapport à ce qui s'est passé en Suède. Je ne le savais pas, c'est très intéressant. Pour ma part, j'ai travaillé sur un projet avec un autre de nos grands industriels français, Thales. Je sais que eux, de leur côté, ils ont travaillé avec un client pour justement développer des radars côtiers qui permettent, avec des algorithmes très spécifiques, de filtrer ce problème d'éoliennes en mer, en fait. Donc d'avoir des fausses images sur leur radar qui effectivement poserait un problème sérieux sur la protection des côtes. Donc on pourra peut-être en parler par la suite, mais effectivement, vous avez bien fait de le mentionner parce que c'est très important également. Donc Jean-François, je voulais vous laisser l'opportunité de répondre. Oui, d'abord je me rends compte que j'ai oublié de remercier le Condor Roussel d'avoir fait la publicité de cette étude que l'on trouve sur le site de la FMES, je le rappelle. Mais non, je voulais simplement citer l'exemple de la Norvège sur la coopération entre marine et opérateurs privés de l'offshore, en particulier pour la surveillance des infrastructures sous-marines, qui est réelle aujourd'hui et qui est difficile à imaginer pour la France qui n'a pas cette force de frappe des opérateurs privés derrière. Oui, tout à fait. Après, c'est effectivement aussi quelque chose qui est ressorti dans la table ronde sur les fonds de mer, justement, où il y avait, et vous l'avez exactement aussi mentionné, commandant, cette notion il y a beaucoup d'acteurs dans ces milieux, et notamment donc civils, militaires, défense. Et donc, c'est important de pouvoir créer des partenariats pour pouvoir travailler ensemble sur ces sujets et pouvoir avoir cette vision un peu 360 de pouvoir protéger nos espaces. Tamara, je voulais revenir vers vous. Donc, vous parliez des essaims. Si mes souvenirs sont bons, on parle essentiellement de tout ce qui est sous-marin en ce qui concerne Archéocéan. Maintenant, si mes souvenirs sont bons également, en tant que journaliste de défense spécialisée dans le naval et avec une préférence pour le sous-marin, c'est difficile de communiquer sous l'eau. Donc, comment vous faites à faire des essaims sous l'eau qui arrivent à s'organiser entre eux? Alors, d'abord, c'est une approche système. Il faut voir ça pas au niveau du drone en lui-même, mais au niveau du système et de toute la connectivité qu'on souhaite avoir et l'information qu'on souhaite avoir. En fait, il faut vraiment, comme on est limité en technologie, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui est nécessaire et qui est vraiment vital pour pouvoir utiliser l'essaim. Et souvent, on a tendance à vouloir faire compliqué et il faut simplifier au maximum. Alors, par contre, c'est vrai qu'on est limité en technologie. Donc, on reste dans l'acoustique et on a la chance chez Archéocéan d'avoir une brique technologique qui est faite en France, 100% française, avec les brevets français, qui nous permet de faire ça, de pouvoir guider et positionner les drones précisément et faire des choses assez extraordinaires, assez uniques, comme docker des drones ensemble en 3D sous l'eau ou deux objets en 3D sous l'eau, et du coup de pouvoir faire des stations de recharge sous l'eau, de faire des drones qui vont venir travailler ensemble sous l'eau, et de faire des systèmes de récupération en masse, parce qu'il faut penser à la logistique quand on parle de drones et quand on parle de mise en œuvre, surtout que dans le milieu marin, c'est probablement un des milieux les plus difficiles pour mettre en marche des drones d'ailleurs. Et donc on a cette brique technologique qui nous permet de faire ça. Et par exemple, je vais vous donner un exemple concret qui va se lier avec les aires marines protégées. On est en train de faire un système, un projet avec un centre de recherche à Chypre pour monitorer et surveiller un site de biodiversité particulière. Et on a des petits récifs factices qu'on met en place. Et les drones viennent se recharger et télécharger les données pour que le centre de recherche soit en contact direct pendant 1 an avec ce système et pour monitorer et voir l'évolution de la biodiversité sur site. Donc en fait, on a ce savoir français qui nous permet de faire des essaims de grande taille, mais aussi des essaims plus petits, mais très pertinents pour pouvoir protéger et réguler des zones côtières. D'accord, ce qui répondrait effectivement à une des problématiques dont on parlait, du fait que c'est compliqué d'avoir les yeux sur tout notre espace maritime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc déjà, de pouvoir avoir des systèmes autonomes qui peuvent se réorganiser entre eux et qui peuvent aussi se docker. Le but, c'est d'avoir une extension, en fait. C'est d'avoir l'information et de pouvoir voir ce qui se passe. On parlait de données et de données. Ça permet de visualiser ce qui se passe sous l'eau. Alors,
je ne vais pas dire en temps réel, mais en quasi, ce qu'on aime dire, c'est quasi temps réel, parce que c'est très compliqué sous l'eau d'avoir la donnée en direct, mais au moins de savoir ce qui se passe avec le moins de décalage possible et donner ces données aux gens qui vont prendre les décisions après appropriées. Merci beaucoup. Commandant, vous vouliez rebondir peut-être sur quelque chose que venait de dire Tamara ? Pas exactement sur ce que vous venez de dire, mais peut-être plutôt sur le fait que la distance et aussi l'opacité du milieu permettent l'impunité. On parlait de fait accompli. Le fait quand on est en mer, la notion de surveillance est moins évidente. Il y a bien sûr de la surveillance par les moyens qui sont déployés. Vous avez de la surveillance spatiale, vous avez la surveillance des systèmes prépositionnés, vous parliez de bouées acoustiques, etc. La vérité, c'est que le maillage n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses qui se passent en mer, qui ne sont pas très visibles et qui en plus ne sont pas forcément médiatisables en temps réel comme le serait une manifestation ou un attentat, etc. Donc, pour un acteur étatique, et notamment un acteur étatique mal informé, la mer, et particulièrement peut-être les fonds marins, c'est l'espace parfait pour commettre un méfait en douce, qui ne sera repéré que plus tard et qui donc appellera une réaction plus tardive. Donc, je pense, on a déjà des exemples, mais c'est le fait accompli parfait, c'est le crime parfait. C'est un peu comme si vous vouliez faire disparaître quelque chose. Ben, la mer, c'est un bon exemple. C'est pas pour rien que les États-Unis ont fait le choix de se débarrasser du corps d'Oussama Ben Laden en mer. Ça permettait de faire disparaître toute trace et d'éviter tout pèlerinage. Bon, la mer, ça reste un milieu opaque. Je ne pense pas qu'on arrivera à le rendre totalement transparent. Je suis même persuadé qu'on n'a pas forcément intérêt, nous, marines de guerre, à le rendre totalement transparent. Pensez aux enjeux sous-marins. Mais on va quand même progresser. Et on va progresser notamment avec ces affaires de drones. Oui, quelque chose aussi que l'amiral Schetaï nous a dit hier sur la table ronde sur les fonds marins également, c'était que on parle beaucoup justement de surveillance et de réaction, mais en fait, il y a aussi cette notion de faire une surveillance avec tous les systèmes qui existent, tous les senseurs que nous avons. Donc nous avons sur la mer, sous la mer, mais aussi dans l'espace avec les satellites. Et de pouvoir aussi garder, de faire une sorte de dissuasion en fait. De dire nous avons des yeux sur ces espaces, nous sommes au courant de ce qui se passe sur ces espaces dans plusieurs milieux différents. Et donc de pouvoir justement agir. Non, tout à fait. Et puis il y a une notion de grammaire entre puissances. De la même manière que vous avez une grammaire stratégique, une grammaire nucléaire, la manière dont se parlent les puissances maritimes, notamment, entre elles, en faisant savoir que j'ai vu, je sais que tu es là, je t'ai vu, je sais ce que tu as fait, je me réserve plusieurs voies d'action qui peuvent être d'ordre militaire, qui peuvent être d'ordre juridique, qui peuvent être d'ordre médiatique. C'est aussi une grammaire d'expression des puissances. Et donc, ça suppose, en revanche, l'information au départ, bien sûr. Absolument. Écoutez, malheureusement, le temps passe très vite, comme je vous l'avais promis. Donc, je voulais vous donner une opportunité à tous de donner un peu vos conclusions, peut-être de regarder un peu vers le futur, de quoi on peut, quelles seront peut-être les menaces de demain et aussi quelles seront les technologies aussi de demain. Je sais que Jean-François, dans votre travail, vous avez regardé un peu aussi les technologies, donc je voulais vous laisser en priorité l'opportunité de rebondir sur ce qui a été dit et de conclure aussi sur vos pensées. Alors, je vais essayer de me projeter un peu dans l'avenir. Alors, si vous m'y autorisez, peut-être pas sur les technologies, mais sur les risques de territorialisation, quelles qu'en soient les formes. Ce que je constate, moi, c'est que les enjeux, les différents enjeux de territorialisation sont de plus en plus forts. Les raisons de territorialiser sont de plus en plus forts. Je vous ai parlé tout à l'heure de la concurrence de plus en plus forte pour les ressources, qu'elles soient vivantes ou non vivantes. Mais la résurgence des tensions géopolitiques, elle pousse les uns et les autres à affirmer leur puissance. Et l'affirmation de la puissance, elle peut passer par de la territorialisation des espaces maritimes. Ce qui est clair également, mais finalement je vais terminer par une question technologique, c'est que la technologie, elle permet d'exploiter de plus en plus, de surveiller, mais d'exploiter aussi de plus en plus loin, de plus en plus facilement. Elle rend les choses possibles en mer, dans des espaces qui n'étaient pas accessibles auparavant. Et ce sera de plus en plus vrai. Et donc cette accessibilité de la mer, elle est à la source d'une territorialisation du futur.
Oui, absolument. Et je pense que c'est aussi un des avantages, des problèmes. On ne sait jamais trop de quel côté de la monnaie on veut regarder, n'est-ce pas? Mais dans tout ce qui est mer nordique, justement, enfin tout ce qui est arctique. Donc maintenant, de plus en plus de technologies qui permettent d'aller sous les glaces, mais également d'exploiter ces territoires quand les glaces sont en train de fondre. Oui, et c'est aussi une question d'avenir, cette fonte des glaces, cette montée du niveau des océans, qui est aussi une source de territorialisation, ne serait-ce parce que les migrants climatiques vont bien devoir trouver un lieu d'accueil quelque part. C'est vrai parce que de nouvelles routes maritimes voient le jour, et que ces routes maritimes, que ce soit par le passage nord-est, donc proche des côtes russes, ou nord-ouest, proche des côtes canadiennes, et soulèvent des questions de droit international, de considération de ces passages comme des détroits internationaux ou pas. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la position des États côtiers. Non, tout à fait. C'est bien contesté aussi là-haut, malheureusement. Et je pense, juste pour conclure sur cet aspect-là, on parlait des technologies, donc des technologies pour exploiter, mais il y a aussi au niveau des technologies pour garder la surveillance, il y a aussi un problème, justement, les eaux sont différentes, les températures sont différentes, donc il va falloir aussi adapter les technologies qu'on utilise là-haut pour pouvoir surveiller nos espaces. Oui, et ça renforce le besoin de connaître les espaces maritimes, d'en maîtriser les caractéristiques, d'autant plus que on a une variété de plus en plus large de capteurs, donc qui s'appuient sur des grandeurs physiques différentes qu'on n'exploitait pas, qu'on n'utilisait pas auparavant. Et donc il faut qu'on connaisse la variation de ces grandeurs physiques selon les espaces que l'on souhaite pratiquer, maîtriser, exploiter. Donc je pense que la diversité des charges utiles des drones va encore s'élargir. Tout à fait. Et du coup, j'en profite, vous tourniez vers Tamara. Tamara, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure? Oui, alors merci. En effet, on voit bien que modéliser, donc on parle de jumeaux numériques souvent, hein, c'est ce on a besoin de beaucoup de données. Donc la diversité des capteurs, mais aussi la diversité des types de drones, ou pas que de drones, hein, c'est de surface, aérien, mais sous-marin, va être très intéressante. Et donc la coopération entre ces systèmes va être très intéressante. D'ailleurs, il y a eu le Dronathlon récemment que la marine a mis en œuvre, qui justement encourageait la coopération entre les drones aériens de surface et sous-marins. Donc tout ça, ça va être très intéressant. Et l'aspect grand fond, c'est aussi l'approche niveau innovation et niveau poussé pour la technologie et des industriels, c'est l'accès au grand fond qui va être un grand enjeu dans le futur. Et donc, par rapport en ce qui concerne Archéocéan, dans les prochaines années, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut attendre avec impatience, des idées? Alors, oui, alors pour nous, encore une fois, les essaims représentent un moyen de capter de la donnée variée en grande échelle et en un instant T, en 3D, donc pour modéliser ce qui se passe dans les océans. Chez nous, on a cette poussée justement de faire agrandir les essaims, donc plus de nombre de drones pour acquérir plus de données, mais aussi à de plus grandes profondeurs. Donc là, on est en train de travailler sur des projets à plus de 3000 mètres. Donc comme je dis, c'est pour nous le prochain challenge. Oui, en effet, parce qu'un système qui fonctionne sous la surface et un système qui fonctionne à 3000 mètres, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les océans sont impardonnables et le plus profond on va, le plus compliqué c'est. Et c'est aussi un monde où il y a de la vie. Et la vie change en fonction de la profondeur, mais c'est un challenge en soi. Et donc oui, en effet, mais c'est fascinant. Tout à fait, exactement. Commandant, je voulais vous donner le mot de la fin pour rebondir un peu sur ce qui a été dit et aussi pour nous dire un peu justement quels sont les futurs challenges, les futures menaces, à quoi on peut s'attendre. Vous me donnez une tribune de pessimisme si vous me laissez la parole. Alors, merci de cet honneur que vous me faites. Évidemment, les facteurs de déséquilibre s'accroissent. Vous le savez, on l'a dit, le changement climatique amène des changements de ressources, amène des migrations, amène des équilibres alimentaires, tout simplement, de certains pays côtiers. Ça ne va pas s'améliorer. La décarbonation, je pense que la baisse du prix de la technologie associée à tout ce qui est éolienne, et tout ce qui est production d'électricité en mer, et l'urgence climatique va faire en sorte que effectivement cet usage de la mer va continuer à s'accroître. Je ne vois pas d'autre solution. On a un peu parlé, pas beaucoup, des câbles sous-marins, mais à échéance de 30 ans, on n'imagine pas d'autres meilleures solutions qu'un emploi des câbles sous-marins pour transporter, je le rappelle, 95% des données.
On a eu quelques exemples malheureux cette année de perturbation des câbles sous-marins. Bon, ce sont des tendances qui sont de fond, de lourdes. Je pense que la table ronde de Oranaval 2030 pourra aborder des thèmes proches. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors n'en déplaise aux amateurs de Baudelaire, je suis désolé, bien sûr, vous pouvez toujours chérir la mer si vous aimez la liberté, mais la mer n'est plus un espace de pure liberté. Ce n'est plus vrai. La compétition des usages, l'expression du fait accompli, l'expression des puissances, le durcissement des tensions en mer est une tendance profonde. Vous prenez un exemple, c'est le réarmement naval. Regardez les flottes d'un certain nombre de nos compétiteurs, mais aussi d'un certain nombre de nos alliés d'ailleurs, qui augmentent énormément. Donc on voit que le monde s'oriente vers un accroissement durable des tensions en mer. Ni la Marine nationale ni l'armée de mer ne sont proches du chômage. Et puis je vais finir peut-être sur une note un peu plus positive quand même, pour ne pas ruiner votre journée. Je pense qu'il y aura des annonces dans quelques semaines sur l'année de la mer et la Convention des Nations Unies sur les océans qui aura lieu en 2025 en partenariat entre la France et le Costa Rica. Je ne suis pas forcément le meilleur placé pour en parler, mais ça sera en tout cas un nouvel espace pour aborder ces enjeux qu'on a abordés aujourd'hui, qu'ils soient positifs ou pessimistes. En tout cas, la mer continuera de nous nourrir. Merci beaucoup et merci d'avoir fini sur une note positive. Merci énormément à vous trois d'avoir été là ce matin. C'était un plaisir. C'était, en tout cas en ce qui me concerne, un excellent échange. Merci à notre audience également d'avoir été là, de nous avoir suivis avec intérêt. Et puis, écoutez, on verra si on arrive à refaire une table ronde en 2030. En tout cas, pour l'instant, on va se concentrer sur les enjeux d'aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente fin de salon. Et puis, merci encore de votre présence.